Alors nous allons commencer la séance thématique aujourd'hui sur un thème, c'est la première séance d'une série de séances qui vont être sur des thèmes transversaux et notamment sur différents sujets ayant trait aux chirurgiens. La vérité sur le métier de chirurgien est un sujet qui a démarré à l'occasion, il y a à peu près un an, des difficultés qu'il y a eu et des manifestations qu'il y a eu au niveau national et pour lesquelles l'Académie de chirurgie avait été par certaines personnes sommée, même parfois, on pourrait dire, de réagir. Et l'Académie de chirurgie n'est pas un syndicat et nous avons décidé de ne pas réagir à chaud, mais par contre de mettre en place une commission pour travailler sur ce qu'était vraiment le métier de chirurgien et pouvoir faire parvenir à l'environnement de la chirurgie un certain nombre de points correspondant au vrai métier de chirurgien. Et donc Jacques Beaulieu, qui était mon prédécesseur comme président de l'Académie nationale de chirurgie à l'époque, avait mis en route cette commission et je remercie les participants. Outre Jacques Beaulieu et moi-même, il y avait Henri Judet, Philippe Brel, Georges Mention, Philippe Marr, Daniel Cherki, Jean-Gabriel Balic et François Guéral, et qui ont travaillé, fait des recherches bibliographiques, réfléchi, et dont la séance d'aujourd'hui va être un petit peu la synthèse que l'on va vous présenter. Et je donne donc tout de suite la parole à Jacques Beaulieu qui va modérer cette séance. Je te remercie. Il était en fait urgent de nous réunir et de travailler sur ce sujet. L'Académie de chirurgie a le devoir de s'intéresser à la profession de chirurgien pour rétablir une certaine vérité, à la fois vis-à-vis du grand public et à la fois pour nos jeunes étudiants à la période de l'heure du choix. Tu as tout dit. Je sais que les exposés risquent de nous faire dépasser l'horaire tellement ils sont riches et je préfère que François Guéral prenne rapidement la parole pour nous parler du premier sujet. Nous avons par par principe, divisé le débat en 3 parties. La formation des chirurgiens, ce que ça représente en réalité. Le métier, en le divisant en 2 parties bien sûr, le public et le privé. Puis la retraite. Voilà, alors François, à toi. Messieurs les présidents, présents et passés, merci de cet honneur. C'est une lourde responsabilité d'intervenir dans ce domaine qui a suscité beaucoup d'intérêt de la part de notre communauté, qu'elle soit représentée au niveau des associations, comme l'Association nationale de chirurgie, l'Académie de médecine, et les sociétés savantes, les comités à divers niveaux ministériels ou commissions qui se sont penchés sur ces sujets-là. Et pour y avoir participé, pour avoir été dans certaines associations, l'Association française de chirurgie aussi, c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai été un peu sollicité dans ce domaine. Alors, au niveau de notre compagnie, l'Académie nationale de chirurgie, cette réflexion avait déjà fait l'objet d'une réunion de concertation avec les instances, les commissions, les sociétés savantes, pour, avec l'Académie de médecine, faire un communiqué, démontrer le problème, essayer de trouver des solutions. Ces travaux, je pense, ont été publiés en 2005, et ils prenaient déjà la réorganisation à l'échelon national de notre métier. L'échelon national, c'est l'évaluation plutôt régionale qui était importante pour essayer de tracer une autre organisation de la chirurgie. Il fallait améliorer la formation initiale. Il y a plusieurs éléments, je n'entrerai pas dans le détail. Il fallait bien sûr évaluer les pratiques chirurgicales et les compétences, définir donc le rôle de certaines structures, et puis soutenir l'importance des collèges de spécialité chirurgicale dont la reconnaissance est officielle et le rôle réellement soutenu. Alors si on imagine le parcours d'un étudiant qui se destine à la chirurgie, ça n'est pas si simple que ça, et ça a un petit peu changé. Dès le début, en réalité, une première difficulté peut apparaître. C'était en 2009 la première réforme qui a proposé aux étudiants une année commune aux étudiants de médecine, pharmacie, odontologie, etc., le PACES. Mais première étape déjà importante, indispensable à franchir, parce que sinon, pas d'accès à la carrière. Alors, le succès est indispensable, et
il est conditionné toutefois par une sorte de barrage de sélection, le numerus clausus, qui a fait beaucoup parler. Son augmentation toutefois a été maintenant régulière depuis ces dernières années. Elle se poursuit avec 7400 à 5500 étudiants entre 2011 et 2012. Soit en 2013, il va s'augmenter encore légèrement. Voilà donc l'accès au premier cycle qui va durer 2 ans, au terme desquels eh bien, l'étudiant s'engage dans la carrière en préparant donc ce qui est la formation médicale habituelle, 4 années du deuxième cycle de C1 à DC2 pour acquérir les bases médicales relativement généralistes, avant même d'envisager toute spécialité. Mais pour aller plus loin, il lui est indispensable d'obtenir un bon rang à l'ECN, l'examen classant national, qui est donc la barrière qui va permettre, s'il est bien reçu, de choisir sa discipline, de choisir éventuellement la région et donc de définir son orientation. Mais la thèse de médecine qui sera nécessaire pour la reconnaissance de sa capacité de médecin interviendra soit pendant le cycle médical, soit plus souvent dans le cycle chirurgical de la spécialité qui va survenir. Et donc le parcours auquel il va être soumis, c'est toujours en vue d'une thèse. Il a obtenu sa thèse. Généralement, c'est comme quand on sort d'une grande école. Ce que l'on sait, on pense qu'on sait tout, mais en fait, rien de plus. Ce que l'on sait moins, c'est ce qu'on a pu oublier au passage d'études qui sont un peu trop généralistes parfois, c'est-à-dire la notion d'urgence qui est, dans certains domaines, prise par des spécialistes en formation, l'anatomie qui n'est pas toujours bien enseignée ou enseignée d'une façon partielle, ponctuelle, qui fait que les futurs chirurgiens n'auront pas forcément une vue assez générale de cet enseignement, puisque l'on ne sait pas encore quand on est en cours de formation, c'est la spécialité elle-même. Si on veut faire de la transplantation, on ignore tout généralement, mais rapidement on va se rendre compte qu'il risque d'être tenté par une hyperspécialisation, parce que la fréquentation dans le cursus universitaire, dans le cadre des DES, des DESC, va le conditionner à acquérir une pratique, ou les éléments d'une pratique chirurgicale, qui bien souvent risque de se faire vers l'hyperspécialisation, avec un risque d'isolement, parce que la perte de caractère général de cet aspect risque d'être fâcheux. Voilà, et puis, pendant la formation, on peut être tenté par une carrière hospitalo-universitaire. Et là, son parcours sera beaucoup plus méritant. Il va falloir avoir la détermination pour passer l'échelon suprême une thèse de sciences, ou l'équivalent. Donc, s'inscrire au-delà des premières études DES, DESC, un DEA, et puis une thèse de sciences, ou des travaux qui lui permettront d'obtenir l'équivalent d'une HDR, c'est-à-dire une habilitation à diriger les recherches. Alors, tout au cours de ce parcours, la formation initiale, il ne faut pas l'oublier, elle est privilégiée où elle devrait l'être, parce que c'est elle qui conditionne la prise en charge de l'étudiant, parce qu'il va connaître les techniques chirurgicales, l'environnement médical, l'accès aux soins, et c'est dans le contact des équipes, par la richesse de la multidisciplinarité, du travail d'équipe, du possible recours comme aide à tout moment au cours de son internat, bien qu'il acquiert une formation avec des atouts formidables si l'encadrement est à la hauteur dans la structure où il est. Alors, quelle structure? Parce que si on s'oriente vers la chirurgie, le jeune candidat qui franchit les échelons a devant lui la responsabilité de choisir entre 8 spécialités. Enfin, le CNU, le Conseil national des universités, a indivisé actuellement 8 spécialités chirurgicales. Peut-être. Ouais. Ces structures sont elles-mêmes habilitées à définir des programmes, à délivrer un enseignement, vérifier que les diplômes des ESC en résultent sont satisfaisants. Ils se coordonnent pour essayer d'avoir la meilleure efficience en termes de qualité de soins, et leur reconnaissance par le CNU correspond à une forme d'accréditation de la discipline. Alors, l'organisation peut être simple. Imaginons certaines disciplines où le CNU, le collège, les sociétés savantes sont du même avis.
Les urologues nous ont donné souvent l'exemple, les neurochirurgiens aussi, voilà, d'autres un petit peu moins. Des spécialités récentes arrivent souvent à s'unifier, et c'est dans cette mesure-là qu'il est relativement plus simple, peut-être pour un candidat chirurgien, de trouver son chemin, d'arriver à la reconnaissance d'un parcours où il va être encadré et permettre d'obtenir les qualités, enfin de se faire reconnaître ses qualités propres, cette compétence qu'il doit avoir, humaine, scientifique, technique, pour être alors conforme aussi à tout ce qu'on va lui proposer, un référentiel professionnel idéal et des bonnes pratiques qui sont reconnues par toute la communauté scientifique qu'on évoque alentour. Dans certaines disciplines ou certaines orientations, l'organigramme n'est pas si simple. C'est-à-dire qu'au niveau universitaire, les CNU ont parfois balbutié ou eu d'autres idées pour chercher à individualiser des orientations différentes parce que la spécialisation changeait, l'apport de nouvelles techniques. On imagine par exemple la société de chirurgie laparoscopique, il y en a eu deux, ou le CNU de chirurgie générale divisé en deux, tendance digestive, tendance générale. Bon, et puis il y a beaucoup d'autres spécialités qui ont un peu évolué comme ça. Le résultat en termes de schéma d'enseignement n'est pas toujours aussi simple pour un candidat chirurgien qu'il faut conseiller, et pour les enseignants eux-mêmes qui parfois hésitent à proposer sur la durée d'un enseignement, la durée d'un prérequis, de stage, de la validité d'un stage. Bon, toutes ces notions donc, sont discutées et doivent être discutées pour les mettre et les partager avec les pouvoirs publics qui n'attendent bien souvent qu'il y ait des hésitations chirurgicales pour pouvoir, eux, imprimer des règles un petit peu plus rigides. Alors, à côté du niveau universitaire, le niveau associatif est un peu différent parce que, à la différence de notre académie, de l'Association française de chirurgie, qui reste multidisciplinaire, eh bien, la plupart des associations qui se sont générées affichent cette spécificité d'appareils, d'organes, pour contribuer donc à cette formation chirurgicale initiale ou continue, dans le cadre du développement des professionnels continus. Alors pour cet étudiant maintenant, où apprendre? Eh bien, dans les services bien sûr, dans les universités, mais voilà, j'ai pris un exemple des écoles de chirurgie. Ça n'est pas un exemple au hasard, c'est une brillante communication tout à fait récente ici dans notre enceinte, à rappeler qu'il y avait d'autres sites, et il y en a beaucoup d'autres, que personne ne se sente vexé s'ils n'apparaissent pas sur dans beaucoup d'endroits, des laboratoires, des plateformes d'enseignement. Les écoles de chirurgie fédèrent les moyens locaux, régionaux, pour essayer de proposer des modèles d'enseignement où se mélangent donc les techniques classiques et les techniques modernes. Voilà. Important de souligner que les différents supports de cet enseignement doivent être gardés à l'esprit. Il peut y avoir le cadavre, il peut y avoir des pièces anatomiques, il peut y avoir des matériels vivants ou des simulations, des plus sophistiqués. Gardons tout cela à l'esprit, en sachant que le financement de tout cela est souvent difficile, comme on nous l'a souvent rappelé, que la structure elle-même, et l'étudiant parfois doit mettre de sa poche pour passer certaines épreuves dans certaines structures. Voilà. La formation continue, elle doit beaucoup aux sociétés savantes qui, avec les pouvoirs publics, s'entretiennent parce que nous sommes plus généralistes, ils ont acquis une spécificité d'organes, souvent d'appareils ou de fonctions. Elles contribuent aux travaux qui sont la base de l'enseignement. La valeur méthodologique, il prend toute son importance parce que c'est les voies de communication qui sont le support de cet enseignement. Leur langue aussi. Parlons français ou publions en anglais. Donc leur faculté d'accès est maintenant conditionnée par les nouveaux modes de communication. Et il ne faut pas se leurrer. Une concurrence très importante est apportée par les réseaux sur le net, dans d'autres langues, pour proposer à nos étudiants d'autres solutions d'enseignement. Alors, les sociétés savantes contribuent, vous le savez, à l'élaboration des protocoles et des recommandations qui sont partagées avec la haute autorité de la santé et avec les agences régionales de santé, qui sont les nouvelles appellations, enfin les nouvelles structures qui ont un rôle très important dans l'organisation des soins et dans
une sorte de direction à maintenir. Beaucoup parmi nous ont travaillé dans l'élaboration au niveau des collèges des référentiels sur la compétence, que personne ne se sente offusqué. Voilà, au niveau d'une mission de M. Matillon, il y a quelques années, tous les collèges qui étaient concernés par cette tentative de recoupement des modèles d'enseignement sous forme de référentiel qu'on n'a pas toujours vu arriver, mener jusqu'au bout. Donc il existe encore un grand chantier pour notre communauté, pour s'unir, pour définir certains programmes d'enseignement. Entre les disciplines qui étaient générales et les spécialités d'organes, il y a parfois des passerelles qui ne sont pas faciles à franchir. Dans cet esprit, la Fédération de chirurgie viscérale et digestive a été créée, été imposée un peu par les pouvoirs publics, parce qu'il était nécessaire qu'il y ait une seule voix pour répondre aux questions qui étaient posées sur la profession, sur l'organisation, mais sur la compétence même. Et bon, dans cette fédération, nos associations et académies y sont représentées. Elle est agréée par la Haute Autorité de la Santé, et c'est elle qui actuellement a en charge l'accréditation même des chirurgiens viscéraux, et bien d'autres fonctions aussi, certaines accréditations en cancérologie, choses comme ça. Donc, les rôles et l'évaluation des pratiques professionnelles, qui était depuis longtemps un des objectifs des pouvoirs publics et des scientifiques de notre communauté. Alors quel est l'avenir pour un jeune chirurgien qui a passé un périple déjà d'une quinzaine d'années entre les années de formation, les 2 premiers cycles? Il faut que sa compétence soit reconnue. Généralement, c'est au niveau de l'université, bien sûr, mais au niveau de la spécialisation, eh bien, les communautés, les sociétés savantes risquent d'avoir d'émettre des guides qui vont aider. Les sociétés doivent se réunir pour contribuer à cette simplification du parcours. L'Ordre national des médecins, c'est lui qui délivre la compétence, donc il a toujours un rôle actuellement. Et puis, pour quel exercice, mais public ou privé, mais je pense que Jacques Beaulieu doit en parler, donc je ne m'étendrai pas, mais c'est vrai qu'il n'est pas possible qu'un chirurgien en formation n'ait pas à l'esprit les contraintes économiques de notre pays, les difficultés de la nomenclature qui apparaissent chaque jour, les discours qu'il doit y avoir avec les médecins de la sécurité sociale pour faire rentabiliser une association. Ça fait partie de la formation des chirurgiens. Et puis, voilà, se mouler ou s'adapter au projet d'avenir qui s'appelle actuellement le contrat d'accès aux soins. Vous voyez que pour le mois de juin prochain, on nous promet qu'un comité des sages donnera des directives peut-être plus précises. Mais il ne faut pas que notre candidat chirurgien s'effraie, soit effrayé en tout cas par l'aspect juridique de notre profession. Il est vrai que ça pourrait représenter un frein parce que chacun sait que la judiciarisation croît, mais elle est peut-être moins redoutée si l'acquisition d'un bon niveau de connaissance est claire, tout comme le niveau de formation, tout comme la qualité du dossier, de l'écrit qui doit être là pour en témoigner. Et puis un progrès dans ces affaires médicales, c'est que les instances de conciliation ont un rôle maintenant très important pour freiner beaucoup de ces affaires, entre guillemets. Donc le rôle de l'étudiant chirurgien, c'est de rassurer son patient, de se rassurer lui-même aussi, et puis de s'assurer pour éviter les désastres financiers. Je vous remercie, Monsieur le Président, de votre... Merci François Guérin.